Ne me libère pas, je m'en charge. Un podcast Voix nomade. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Son nom, c'est Dina. Elle a 31 ans, elle est française, noire, et elle a émigré au Québec il y a maintenant 4 ans pour exercer à Montréal en tant qu'infirmière clinicienne, et depuis peu comme gestionnaire. C'est une femme dont j'ai toujours admiré la force, la détermination, mais aussi la grande bienveillance et l'écoute. Avec Dina, nous avons notamment parlé de son métier d'infirmière et du manque de considération qui existe pour cette profession. Des clichés qui viennent avec, comme le métier du care par excellence. De misogynoir, de prendre sa place, et enfin, non sans lien, de la pratique de la pole dance qui lui a permis de se réapproprier son corps. Bonne écoute! Donc Dina, comment voudrais-tu toi te présenter ? Ah, grande question. Alors, je vais aller simplement. Donc, je m'appelle Dina, j'ai 31 ans. Je suis française, origine sénégalaise capverdienne. Donc, je suis de formation infirmière. J'ai appris à dire ça maintenant parce que j'ai changé de poste, donc plus dans de la gestion, mais on va dire je travaille toujours dans cet univers-là, mais plus à un niveau de gestionnaire maintenant. J'ai immigré au Québec il y a maintenant un peu plus de 4 ans, en 2019. Je dirais que c'est déjà pas mal. Sinon, je vais raconter toute ma vie. Tout ce que j'aime faire dans la vie. C'est parfait, on va avoir tout le temps pour ça. Et au niveau plus personnel, genre comment toi tu te définirais genre par rapport à ton caractère ou comment est-ce que toi tu te perçois tu sais, dans notre société? La manière dont je me perçois, je pense que je suis quelqu'un dans ma personnalité d'assez rassembleur. C'est quelque chose qu'on a dit de moi, mais que je pense qui est vrai. Un côté positif, rassembleur, à la fois quand même maternante. Ça, c'est quand même... à force de se connaître, c'est des amis qui m'ont renvoyé cette image et à force de l'analyser, je m'en suis rendu compte. Le côté une maman. Ouais. Une maman, mais à la fois aussi quelqu'un qui a appris à beaucoup essayer de travailler, juste de vivre pour soi, en fait. D'avoir des moments pour moi. Je me qualifie quand même de femme très indépendante. Je suis mes envies, je fais les actions en fonction de mes valeurs. J'essaie de me forcer à rien. Je suis quand même voyageuse. J'ai la bougeotte. Ouais. Bah justement, donc si on reprend ton parcours, tu disais que ça fait à peu près 4 ans que tu es ici. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce qui t'a amené justement au Québec ? Ce qui m'a amenée au Québec, à la base, c'est pendant mes études que j'ai eu cet intérêt pour le Québec, parce qu'avant ça, j'avais dit jamais de la vie, il faut beaucoup trop froid, et je disais toujours, ouais, de toute façon, les Noirs n'aiment pas le froid. Et donc, j'y avais pas pensé, mais pendant mes études, on a étudié beaucoup de textes et de recherches en sciences infirmières sur le Québec. Et je trouvais que dans ma profession, je pouvais vraiment me sentir plus valorisée et aller beaucoup plus loin en tant qu'infirmière et pas juste comme une simple exécutrice. Et en France, c'est la vision dont j'ai un petit peu du métier. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas ? Et juste des journées Québec, ils sont venus nous recruter, si tu veux, en France. Donc, j'ai pu passer mon entretien en France, puis finalement, je l'ai eu. En fait, c'était juste un pourquoi pas au début, parce que je commençais à essayer de construire ma vie en France. Je pensais à acheter, etc. Et d'un pourquoi pas, ça s'est finalement révélé être une très grande aventure. Et voici comment je suis arrivée au Québec. Et tu as commencé à en parler justement tantôt quand tu disais que
en France, tu étais plus exécutante, on va dire, que vraiment maître de ce que tu faisais. Ouais. Est-ce que tu as vraiment vu, du coup, une grande différence entre l'exercice de ton métier en France et au Québec? Oh oui. La grande différence est, il y a beaucoup plus un travail, je dirais, universitaire et de réflexion sur les actes qu'on a. Et on peut aller un peu plus loin de ce fait. C'est beaucoup de réflexion, mais finalement, on a moins le temps de les mettre en place et ça va être plus... on va plus écrire que faire, finalement, je trouve ici. Ça, c'est dans le travail quotidien. En revanche, au Québec, une infirmière, elle peut faire de la recherche, elle peut faire un master, elle peut faire un doctorat. On a vraiment conscience que c'est un travail qui peut évoluer et de différentes manières. Or qu'en France, une infirmière, elle est infirmière, peut-être elle peut passer des spécialisations, soit pour travailler en crèche, soit pour travailler au bloc opératoire. Et ça va être sous le lead des anesthésistes et des médecins. Ou elle peut être anesthésiste et ça va être pareil sous le lead d'anesthésistes et des médecins. En France, une infirmière, elle peut évoluer pour travailler pour elle-même sous le lead de personne. Donc, finalement, on sait que c'est un métier en plus qui est très majoritairement féminin. Est-ce que tu te sens beaucoup plus valorisée ici que ce que c'était en France? Oui, vraiment, je trouve que l'héritage historique en France de l'infirmière bonne sœur, parce qu'initialement c'était les bonnes sœurs, donc avec une grosse notion de dévouement. Le dévouement de soi, en France on compte pas ses heures, on peut faire n'importe quel type d'horaire, on est dévoué aux patients, on mange pas. Mais non, on peut pas prendre sa pause pour manger, mais c'est parce qu'on se dévoue, voilà. C'est le métier du care par excellence, quoi. Vraiment. Exactement. C'est le métier du care par excellence, mais ça mène aussi au fait que la durée de vie d'une infirmière est très faible. Alors, avant, c'était beaucoup de burn-out, finalement, ou de dépression, de gens qui sont mal dans leur vie. Maintenant, les gens ont le courage de se réorienter, de trouver une nouvelle carrière, heureusement, mais la durée de vie est très courte. Or que je dirais que ici, il y a toujours des problématiques de manque de personnel. Et oui, des fois, on n'a pas le temps de manger, on finit plus tard. Mais on va dire que au moins c'est payé ou autre. On nous encourage aussi à faire plus de temps. On peut faire davantage de temps partiel aussi, chose qui n'existe pas en France. Ici, je travaille à temps partiel, donc ça me permet d'avoir un équilibre avec ma vie personnelle. Si je fais des heures supplémentaires, elles sont davantage choisies. Et les jours où je ne peux pas venir au travail, on ne va pas me faire culpabiliser. Alors qu'avant, c'était si tu viens pas, mais comment va faire tes collègues, ça va être dangereux pour les patients, c'est toi qui es responsable de tout, en fait. Ouais, puis de la culpabilisation, bien sûr, Ouais. qui va avec ça. Énorme. Et j'ai vu passer justement, je sais pas si tu en as entendu parler, un article du Monde récemment, où ils ont enfin fait une étude en fait sur le cancer du sein. Et ils ont réussi à en fait, faire un rapprochement entre le fait, justement, le travail de nuit, et notamment à l'hôpital, les infirmières, tout ce qui est métier qui tourne autour du soin, sur le fait que en fait, les patients développent statistiquement beaucoup plus de cancer du sein dans ces métiers-là. Je sais pas si toi, t'en as déjà entendu parler ou si tu as vu passer... J'avais pas entendu parler de cette étude en particulier. En revanche, ça a vraiment été prouvé que le travail avec des horaires qu'on dit atypiques, ou le travail de nuit avait des conséquences très, très délétères. En effet, même notamment pour une femme au niveau hormonal, c'est terrible. Moi, je sais que quand je faisais des nuits, mais ma rétention d'eau, elle montait en flèche, quoi. Je m'appelais Bonhomme Michelin, j'avais des troubles de l'appétit, j'avais des céphalées, mais on n'y pense pas parce que c'est comme ça. T'as signé, t'es infirmière, donc t'as aussi signé pour ça. Est-ce que t'as déjà été victime de préjugés, justement, en lien avec ta profession dans les deux pays ? Par exemple, tu sais, quand tu t'es dit plus jeune, je suppose, j'ai envie d'être infirmière, est-ce que... on t'a renvoyé un peu à l'image,
tu sais, du fantasme de la femme qui prend soin, etc. Mais bien sûr. Même pendant des rendez-vous ou par exemple quand j'étais sur des sites de rencontres, dès que tu mets infirmière, ah là là, ding, 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 la lourdeur. Oh my God. Vraiment, ça va être très, très souvent, ah ben tu vas pouvoir t'occuper de moi si je suis malade. Ou même au quotidien, dès que tu dis que tu es infirmière, c'est tu sais que tu dois être toute douce, tu es une infirmière, tu es toute gentille, tu es dévouée, tu t'occupes de tout le monde. On voit une bonne sœur, on voit vraiment une bonne sœur. Ouais, c'est vrai, ouais. L'image est vraiment juste. Et est-ce que tu te retrouves, toi, dans ce cliché-là ou pas du tout? Ah, pas du tout. Oui, je suis dans le prendre soin, mais moi, chaque infirmière est différente par sa personnalité. Oui, il y a des infirmières, elles sont vraiment dans je vais pouponner le patient ou autre. Moi, avec les années et l'expérience, je les secoue un peu plus, mes patients, finalement. Tu vois, je vais pas les surprotéger. Il y a des fois où il faut qu'il y ait des mots qui soient dits. Il faut confronter parfois les personnes à leur maladie. Il faut confronter les aidants naturels aussi, hein, parce qu'on pense pas, tu sais, quand on est un accompagnant, on pense que l'infirmière, elle va juste être là, puis juste une épaule sur laquelle se reposer. Mais le travail de l'infirmière, c'est aussi de peut-être... remettre les aidants dans une certaine réalité. Pour donner un exemple concret, il y a des personnes qui ne s'écoutent pas, des aidants, et qui vont arriver à une très grosse fatigue. Puis il faut qu'on soit là pour leur dire « Non, en fait, là, il faut rentrer chez vous ». Ou d'autres qui ont un comportement délétère pour le patient. Donc là, il faut leur dire que leur comportement, il est toxique. C'est aussi un métier, pas rentre-dedans, mais presque, parce que la maladie... C'est dur, c'est pas toujours beau, c'est pas être bien dans des draps, pas bouger, avoir juste des perfusions, etc. C'est un métier qui secoue. Donc une infirmière, elle n'est pas là, elle vole pas dans les couloirs tel un ange, etc. Elle voit des en trucs blouse blanche. en blouse blanche immaculée. Non, ça va enlever des sauts de caca, ça va courir partout, ça va être énervé, ça va... devoir tenir par les deux mains un patient qui est en crise de délirium, etc. Ça doit avoir de la force pour remonter les gens, les sortir du lit, etc. C'est un travail de force aussi. Cette pénibilité, en plus, elle n'est pas du tout prise en compte. Enfin, moi, perso, c'est sûr que j'ai quasiment jamais entendu parler du fait, à part par toi, justement, que ça pouvait être un métier pénible, même physiquement. Complètement. C'est plein de métiers... C'est des micro-mouvements ou des gros mouvements. Et vu que c'est essentiellement un métier de femme, que ce soit au niveau des préposés, aides-soignants ou des infirmières en elles-mêmes, on fait ça entre femmes. Alors oui, maintenant, il y a des technologies qui sont sorties pour aider un petit peu à la manutention, mais c'est des choses lentes et on manque toujours de temps. Donc, on n'utilise pas toujours ces technologies-là. On n'a pas toujours la possibilité de le faire. Ou des fois, il y a de l'urgence. Un patient, moi, j'ai déjà vu un patient de 2 mètres, 90 kilos, qui s'est levé de son lit et qui allait tomber. Là, tu fais quoi ? Tu vas, puis c'est toi qui le soutiens. Il y en a beaucoup de mes collègues qui se sont juste blessés dans l'exercice de leur fonction. Et même psychologiquement aussi, c'est un métier qui est extrêmement difficile parce que tu es confronté en permanence à la misère humaine, à la maladie, à beaucoup de choses. Donc c'est sûr que oui, c'est... Il faut beaucoup prendre sur soi parce qu'à la fois, il y a le côté... la maladie puis la mort, comme j'ai dit, la maladie, c'est pas beau comme on peut le voir dans les films. Quelqu'un qui est bien bordé dans son lit, c'est très loin d'être ça. La réalité de la maladie, c'est des plaies, c'est des odeurs, c'est des changements de comportement. Et face à ça, on peut faire des projections. Si on voit des jeunes ou des collègues qui ont des enfants, ou je sais que moi, ma mère a des problèmes pulmonaires, donc des fois, j'ai pu voir des femmes qui m'ont fait penser à elle dans certains cas. Donc, il y a de la projection. Il y a le fait aussi qu'on attend de nous toujours une bonne humeur, un sourire, une patience sans faille. Sauf que des fois, tu n'as pas dormi, tu es de mauvaise humeur, tu as eu une rupture, c'est pas ta journée, mais... T'as pas le droit
Il faut être d'une humeur égale, il faut toujours comme être disposé pour le patient et des fois on se fait insulter, on se fait malmener et on a la responsabilité de la vie des gens dans tout ce qu'on fait. Ouais. Oui, et puis déjà que tu vois que dans la société en général, une femme, dès qu'elle va avoir des propos, qu'elle va être un peu en colère ou quoi, on va tout de suite se dire qu'elle est hystérique. Alors encore plus dans ce métier-là où tu es censée être irréprochable. Ah oui, c'est inacceptable d'entendre une infirmière qui crierait sur un patient ou sur un accompagnant. Elle se ferait rencontrer tout de suite, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé en retour. C'est à quoi que ce soit, on va nous dire il fallait aviser votre supérieur. Oui, mais quand tu travailles de soir ou de nuit, quand tu es toute seule, des fois dans les couloirs de l'urgence ou dans les couloirs de ton unité, toute seule, qu'est-ce que tu fais? Mais non. Ou on va dire, c'est ça, appelez la sécurité, appelez votre supérieur ou sortez de la chambre, passez le relais à quelqu'un d'autre. En effet, ça c'est très beau, mais il y a la réalité du vécu quotidien et de l'accumulation aussi. Et est-ce que tu sens, comme on disait, comme c'est majoritairement féminin, est-ce que tu sens une solidarité dans les équipes? Ou je suppose aussi que ça dépend des milieux, des endroits où tu as travaillé, oui. Mais globalement... Globalement, je sens parce que l'équipe est large, parce que dans une unité, l'équipe de base, ça va être l'infirmière, oui, parce que l'infirmière est un peu le centre de tout. Mais tu as aussi les aides-soignants préposés, il y a le médecin aussi dans l'équipe médicale, les kinés, etc. Donc, je dirais que la solidarité, oui, elle est entre les infirmières et les préposés ou aides-soignantes. Beaucoup. Pour le reste, et là, je vais parler et pour la France et pour le Québec, dans ce cas-là. Le reste, on va dire que... Parce que nous, on est les plus proches du patient, si tu veux. Donc, on est plus confrontés à une certaine réalité. Donc, on est solidaires, mais dès qu'on sort un petit peu plus, qu'on prend 2 pas de recul, donc notamment au niveau médical ou autre, c'est plus du chacun pour soi. Ok. Ouais. Il y a moins de solidarité. Mais entre infirmiers, infirmières, beaucoup. Ok. Toujours dans le milieu du travail, en fait, tu m'avais partagé un article justement de Radio-Canada il y a quelques temps sur un terme qu'on commence progressivement à entendre, mais qui, à mon sens, n'est pas encore assez connu. C'est la misogynoire. Est-ce que tu pourrais justement en dire un peu plus et expliquer un petit peu c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça représente en fait? Ouais. Moi-même, c'est un terme que j'ai entendu peut-être il y a 1 an, c'est très, très récent. C'est quelque chose que j'avais peut-être commencé à conscientiser au fil des années. Mais si tu veux, c'est ça, dans ma vision de la misogynoire, ça va vraiment être ce qui va coupler à la fois toutes ces micro-agressions, ces commentaires quotidiennes, à la fois par rapport au fait que je sois une femme, mais qui plus est le fait que je sois une femme noire. Donc là, ça va être vraiment c'est des multiples agressions. Ça va être en ce qui concerne la peau, la carnation de la peau. Moi, on m'a déjà dit « Ah, mais toi, t'as un beau teint. » Ouais. Non, vraiment, moi, au niveau le racisme, je l'ai ressenti différemment parce que on m'a souvent dit que j'étais une belle femme et une belle femme noire. Donc, c'est pas comme des Aya Nakamura qui sont un peu des fois singées ou on va se moquer d'elles parce qu'elles ont des gros traits, donc ça va être très violent. Moi, c'était différent. C'était « Ah, vous êtes pas comme les autres. » T'étais la bonne noire. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais la bonne noire parce que mais vous avez des traits fins. Vous avez une belle carnation de peau. Au niveau de mes cheveux, avant, quand j'étais petite, ma mère, elle me tressait tout le temps. Elle me faisait tout le temps des tresses parce que c'était où elle utilisait des produits pour me lisser les cheveux et les attacher pour pas que ça dépasse parce que c'est de la facilité. C'est vraiment de la facilité. Tout ce qu'on fait, si on part de la base, mon prénom, Dina, c'est mon 2e prénom.
Mon premier prénom, c'est Njea, avec un N apostrophe. C'est sénégalais, il y a peu de gens qui savent le dire. Je donne mon deuxième prénom par pure facilité, pour me faciliter la vie, parce que rien que mon nom de famille, on n'arrive pas à le prononcer, donc ça va passer par ça, ça va passer la mise au genre aussi par tout cet imaginaire qu'on a autour de la femme noire, par rapport au fait que on est des femmes fortes. On est très sexualisé. Au travail, on m'a déjà dit oh, vous, belle gazelle, ou oh, c'est exotique. Ah, mais oh, machin, j'adore vous avoir, c'est exotique. Tu vois, et c'est des micro-agressions qui sont quotidienne. Et là, je parle pas de tout parce que je pourrais même ne pas m'arrêter de parler pendant 1 heure. On pourra y revenir sur plusieurs thèmes et plusieurs sujets. Mais le fait aussi que la femme noire a toujours des rôles un peu subalternes. Quand j'ai commencé ma carrière d'infirmière, quand je rentrais dans une chambre, plusieurs fois, on pensait que je venais faire le ménage. Et ça, c'est beaucoup moins le cas au Québec, d'ailleurs. C'est fou, il y a un fossé énorme. Ouais, t'as senti une grosse différence? Ah oui, oui. En France, déjà, on était beaucoup moins infirmières noires. On l'était beaucoup moins. J'avais beaucoup plus de réflexions, comme tu dis, sur quand je disais je vais en vacances. Ah, vous rentrez chez vous? Ou ah, vous êtes là pour un programme d'échange? Vous allez rentrer dans votre pays après? Non, mais... Chose qui n'arrive pas parce que, et encore quand je dis Québec, je dois dire Montréal. À Montréal, il y a beaucoup plus, c'est plus multiculturel, je dirais, puis il y a une grosse communauté haïtienne. Donc, même si c'est encore c'est des pays complètement différents, mais les gens voient beaucoup plus de personnes noires dans différentes fonctions, même au niveau des gestionnaires. Donc, il y a moins ce côté... à Montréal, il y a beaucoup moins ce côté la femme noire, c'est celle qui fait le ménage ou c'est celle qui va vous laver. Ça montre à quel point la représentation, c'est important aussi pour déconstruire des clichés, que ce soit racistes ou misogynes, quoi. Mais oui. Puis on voit beaucoup, les populations noires sont connues pour être dans des métiers beaucoup plus de service, en fait, finalement. Et c'est ce qu'on peut voir aussi. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est une question d'accès? Est-ce que soi-même, dans sa tête, on se dit qu'on n'a pas accès à ça parce qu'on ne le voit pas? Donc, on se dit que ce n'est pas une place pour nous. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne pensent juste pas à atteindre certains postes ou qui ont peur d'être bloqués. Mais c'est ça, les personnes noires, les femmes noires, d'autant plus, c'est vraiment, c'est les nannies, là, comme on peut voir, normalement, c'est la grosse madame là, qui fait la popote et qui s'occupe de tout le monde. C'est quand même quelque chose qui reste pas mal dans l'imaginaire, là. Quand tu es une femme noire, tu vas bien savoir t'occuper de tes enfants, ta maison, t'es fertile, c'est tout ce côté en plus des formes, des hanches, c'est le sexy, c'est ça, c'est la fertilité. Et je dirais que pendant longtemps, j'ai essayé de me définir, tu sais, comme quand je te disais que moi j'étais une noire mais différente. Moi, je le valorisais, ça, avant, je le prenais bien. Quand on me disait « Oh, t'es pas comme les autres ». Parce que même ma mère m'a toujours poussée à aller contre les clichés. Parce qu'elle disait « Il faut toujours que tu sois super bien habillée ». Elle m'a appris à toujours être apprêtée. Parce que sinon, on va dire que les Noirs, ils s'habillent pas. Lave-toi bien, mets plein de parfums. Parce que sinon, on va dire que les Noirs, ils puent. Tu vois, donc tu fais hyper attention et tu fais tout pour pas coller à ce cliché, pour être une bonne noire et pas faire honte à ta communauté. Et le pire, c'est que quand tu vas voir d'autres personnes noires qui, elles, peut-être, elles vont sentir le chouraï, c'est une espèce d'encens qu'on retrouve beaucoup au Sénégal, mais c'est une odeur très forte et particulière et qui peut être dérangeante, tu vois. Et donc même dans la communauté,
ça va créer un espèce de racisme dans la communauté parce que tu vas dire, ah ben elle, c'est une niafou. Les niafous, c'est comme une blédarde, en fait. Voilà, elle nous fait honte, c'est une niafou. Des hommes qui veulent pas sortir avec des filles qui sont pareilles, qui font trop noir, qui font trop niaf, etc. Donc même dans la communauté, ça va créer finalement du racisme. Ouais. Et il y a aussi, dans cet article, il parle également dans le milieu de la santé sur le fait que certaines maladies sont moins bien détectées sur les recherches qui ne sont pas forcément faites sur ces groupes ethniques. Est-ce que toi, tu l'as vécu en tant qu'infirmière? Est-ce que tu as... Ouais, ça je l'ai vu. Il y a quelque chose en France qu'on appelle le syndrome méditerranéen et qu'on peut retrouver. Les femmes noires et arabes aussi sont très stigmatisées. C'est-à-dire que on va dire d'emblée qu'elles vont un peu surjouer leur douleur. Quand une femme va dire qu'elle a mal à 8 ou à 7, ben, le médecin il va pas tellement le prendre en compte, ou il va dire que c'est du cinéma, qu'elles en font beaucoup trop, parce que les femmes noires ça crie fort, ça fait du bruit, ça fait du cinéma, ça se plaint, etc. Donc, ils vont donner moins de médication. Il y a aussi, et ça je l'ai plus découvert au Québec, hommes et femmes. Je ne sais pas si c'est plus parce que c'est l'Amérique du Nord et autres, mais aussi les Noirs sont plus associés aussi à des consommateurs. Et je l'ai notamment vu, moi qui travaille avec les patients qui ont de l'anémie falciforme, c'est une maladie du sang qui peut créer des fortes crises douloureuses. Et il y en a à l'urgence. Beaucoup de personnes, je l'ai vu écrit dans beaucoup de dossiers, qui pensent que c'est des fausses crises parce que c'est des consommateurs. Donc, il y a toujours une excuse pour minimiser la douleur et les symptômes. Donc, on passe à côté, on peut passer à côté des fois des perforations ou de vrais diagnostics parce qu'on va minimiser les symptômes de ces personnes-là. Mais ça, en plus, ce que je te dis, c'est prouvé parce que j'ai un des médecins qui faisait une recherche à ce sujet, qui est justement essayer de sensibiliser le plus de médecins sur cette maladie-là, sur ce sujet, parce que c'est une maladie très méconnue parce qu'elle touche que les personnes noires maghrébines. Donc, il y a peu d'argent, puis peu de recherche et peu de médiatisation, mais qui essaie de faire connaître justement ça pour vraiment savoir prendre en charge ces personnes-là. Ben pour celles pour qui ça intéresserait, on essaiera de mettre justement tous les liens des articles dans la description. Et justement, tout à l'heure, on disait aussi de l'importance de la représentation. Ça, c'est, je pense, une première piste, mais les recherches également avec les fonds qui sont faits pour être plus inclusif aussi. Est-ce que tu aurais d'autres idées, justement, de choses à mettre en place pour faire en sorte que chaque individu soit considéré ? Mais sincèrement, de base, je trouve que la prise de parole permet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des réflexions racistes, en fait, mais qui n'en ont pas conscience. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu dans leur tête, comme demander à quelqu'un, moi, si j'ai un petit copain, on va demander, est-ce qu'il est noir ou est-ce qu'il est blanc? Rien que ça, pour eux, c'est juste une question. Mais si tu leur dis... est-ce que si c'était la fille d'à côté qui est blanche, est-ce que tu lui aurais posé la question? Ça va permettre une introspection de la personne. Donc déjà, le partage d'expérience, déjà je trouve que ça va ouvrir une grande porte. Après, continuer la représentativité qui, encore une fois, moi je trouve en France, il y a encore beaucoup trop de retard à ce sujet par rapport à ce que j'ai pu voir à Montréal. Parce que ça donne confiance, si tu veux, de voir qu'on peut. Quand j'ai eu mon poste de gestionnaire, mais il y a beaucoup d'employés de l'hôpital qui sont noirs et qui étaient, ou immigrés de manière générale, même qui étaient contents et qui sont venus me féliciter comme si ça prouvait qu'on était capable, en fait. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'il y en a toujours, même pour la blague, qui vont dire aussi que c'est une histoire de quota.
Il en fallait une noire aussi dans le lot. Il y a aussi ça qui peut... Bon, pour la prise de confiance, c'est pas terrible de se demander à chaque fois, est-ce qu'on m'a prise parce que je suis bonne ou est-ce qu'on m'a prise aussi parce que discrimination positive pour l'image, il leur fallait une femme noire. C'est terrible d'avoir tout le temps cette question en tête. Et je l'ai souvent, même quand j'avais fait une campagne de recrutement pour l'hôpital où je travaille, je m'étais posé la question. Est-ce qu'on t'avait prise parce que je suis noire. Je me suis dit, on est deux, il y a ma collègue qui est québécoise et blonde, et à côté, il y a moi. Est-ce qu'ils m'ont prise parce que mon parcours est intéressant ou parce que c'est pour la représentativité? Oui. Et puis, comme tu disais, en fait, tu fais face à tellement d'obstacles dès le départ qu'on te met dans la tête, en fait... Je pense que le syndrome de l'imposteur, il est fois 1000, quoi, parce que à cause de toutes ces problématiques. C'est ça, exactement. On est une femme gestionnaire, donc à la fois, il faut qu'on ait assez d'aplomb devant un univers qui est quand même dans la gestion très masculin. Donc, il faut avoir quand même de l'aplomb à la fois parce que c'est ça, on est quand même en minorité des femmes et à la fois le fait d'être une femme noire... C'est pas comme si j'avais moins de crédibilité, mais c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont cet aspect de oui, on l'a mis là parce que ça va faire bien. Donc il faut que je prouve davantage que je mérite d'être là et que j'ai les compétences pour être là. J'aimerais justement terminer sur un tout autre sujet. Ouais. Mais tu verras que ça paraît complètement opposé, mais finalement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se rapprocher. Je sais que tu t'es mise depuis peu à la pole dance, justement. Je trouve que c'est un sport qui a longtemps été associé, justement, tu sais, au domaine de la nuit, aux travailleuses du sexe, et donc... très dénigré parce que bouh, les femmes qui font ce qu'elles veulent de leur corps, non, on n'en veut pas. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as découvert cette pratique ? Tu disais justement que tu étais une femme indépendante, etc. et que tu avais repris le pouvoir sur beaucoup de choses. Et j'aimerais savoir aussi ce qui t'a donné envie de le pratiquer. Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs parce que, en plus, je pense pas que j'en ai vraiment parlé à quelqu'un avant, mais au début, je voyais très mal la pole dance. J'avais comme un rejet au tout début parce que c'était très associé au milieu du striptease. C'était le côté exotique. De plus en plus, après, il y a beaucoup de rappeurs qui ont mis ça, de rappeurs afro-américains qui ont mis ça dans leurs clips, dans les concerts, puis les noirs qui bougent qui twerkent, etc. Et finalement, j'ai vu sur Internet, là, sur Instagram, des vidéos de pole, mais comme un art, en fait. C'est un sport et à la fois un art qui est multiple. Et je me suis dit, Dina, t'aimes la musculation, t'aimes ce qui est la force, tu aimes la danse. Pourquoi t'essaierais pas ça, finalement ? Surtout que c'est un peu dire aussi, je suis une femme, j'ai des formes, je peux mettre un mini short, on est limite en culotte, mais je peux être en fait une artiste. Je ne suis pas là pour éveiller le désir masculin. C'est un safe place. J'ai découvert vraiment ça, que finalement, dans la pole dance, il y a certains hommes qui viennent, pas beaucoup, mais il y en a. Il y a tout type de corps, donc c'est très inclusif comme sport. C'est adapté même, il y a des cours à mon école pour les plus size, pour adapter les mouvements. Donc, c'est très inclusif. Personne ne se regarde, les corps ne sont pas jugés, pourtant ils sont très dénudés. Dénudés pour adhérer à la pole, je précise, parce que tout a un but, en fait. C'est pas pour, encore une fois, séduire ou exciter, c'est parce que si tu as du tissu, tu glisses et tu tombes de la pole. Donc, c'est vraiment pour accrocher à la barre. Donc, c'est ça. Donc, j'ai découvert cet univers, finalement, où il y avait beaucoup d'entraide, de sororité entre les femmes, où quand une réussit un mouvement, on s'applaudit, on met ce qu'on veut, on se juge pas, et puis on fait le sport qu'on aime, et on se sent aussi hyper libéré. C'est fou à quel point
j'ai rencontré beaucoup de femmes à la pole qui ont subi des événements traumatiques dans leur vie. Et pour elles, la pole, c'est une réappropriation de leur corps. Donc, je trouvais ça génial. En fait, on est là pour soi, en fait. Et c'est tellement puissant de pouvoir se réapproprier son image. Et est-ce que toi, du coup, ça t'a apporté quelque chose vis-à-vis de ton rapport à ton corps ? Oui, ça m'a appris que je me comparais beaucoup. Surtout quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. Et la danse classique, on voit beaucoup de femmes filiformes. Et je ne suis pas filiforme. J'ai des fesses, j'ai une carrure athlétique. Et avant, c'est comme si je trouvais que sur moi, ça rendait pas joli. Si je faisais tous les mêmes mouvements, sur moi, c'était pas beau. Et à la pole, quand je suis entourée de toutes ces femmes, au tout début, mes premiers cours, je me disais « Ah, je suis peut-être quand même mon corps, la manière dont je suis, ça fait pas assez gracieux, etc. » Puis finalement, j'ai découvert que moi, j'avais mes forces. Il y a certains mouvements que je pouvais faire plus facilement, qui me rendaient mieux. J'ai appris aussi à utiliser les forces que me donnait mon anatomie, en fait, parce qu'on en apprend. Il y en a qui vont réussir à plus courber leur dos, ça va être ça leur force. Il y en a qui sont vraiment plus légères, donc elles vont être plus faciles dans le aérien. Moi, j'ai beaucoup de force dans mes bras. Donc, en fait, on apprend à transformer, à apprendre son corps pour transformer ça et voir, c'est ça, ses forces... pour les figures qu'on peut faire. Donc, on apprend que chacune a son style, en fait. Pour un même mouvement, tu vas mettre 6 filles et elles vont chacune avoir leur personnalité. Donc, moi, ça me permet d'apprendre, dans ce sport, ça va être quoi ma personnalité et mon style. Et du coup, j'aime bien finir ce podcast avec 2 dernières questions que je pose à toutes mes invités. Si on devait résumer, en fait, pour toi, c'est quoi être une femme selon ton prisme à notre époque ? Oh, waouh! Pour moi, être une femme, c'est un combat quotidien. Et ça va l'être encore longtemps parce que toutes nos actions, qu'on en ait conscience ou pas, sont limite politiques, ont un impact en fait. Et ça, qu'on en soit consciente ou pas dans ce qu'on fait. Pour moi, être une femme aujourd'hui, c'est aussi participer à une nouvelle ère, c'est être libre en fait. Pour moi, pour aider, c'est ça, la cause féminine. Puis j'avais lu quelque chose à ce sujet-là, mais c'est vraiment réussir à se réapproprier qui on est vraiment. Et pas tout l'immense carcan qu'il y a autour de nous, de la mère, de l'épouse, de comment on dit, la maman africaine, des fois la religion, de toutes ces choses. Pour réussir à se connaître soi-même, moi j'ai dû quand même changer de pays pour que ça m'aide déjà un petit peu. Donc tu vois, c'est être une femme, c'est se libérer en apprenant qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est drôle parce que ça se suit bien. Du coup, ne me libère pas, je m'en charge, ça évoque quoi pour toi ? Me libère pas, je m'en charge. Ça, pour moi, c'est à la fois respecter le rythme de chacun aussi, parce qu'on n'en est pas tous au même point dans notre vie, on n'a pas tous le même environnement, facilitant ou pas. Donc déjà, ça respecte le rythme de chacun, la volonté, les possibilités de chacune dans leur processus libérateur. Et puis, qu'est-ce que c'est se libérer aussi ? Ça va dépendre de chacune. Donc, ne me dis pas... ouais, non, mais fais pas ça, ça fait, tu sais, ouais, non, mais une femme qui reste à la maison, nanana, là, tu desserres la cause, etc. Mais peut-être que la femme qui est à la maison, elle vit sa best life parce qu'elle a du temps pour lire, pour faire ses trucs, puis elle adore ce qu'elle fait, puis elle se sent très libre là-dedans. Donc, c'est aussi, qu'est-ce que c'est la liberté ? Me laisser l'exprimer et puis me laisser avancer dans mon processus à mon rythme. Merci infiniment Dina d'avoir accepté de participer à cet épisode et de t'être livrée, comme toutes mes autres invitées, sur ta réalité.
J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous invite à retrouver tous les portraits réalisés sur le site web nemliberpas-je-m'en-charge.com et sur la page Instagram du même nom. N'hésitez pas à évaluer l'épisode, à le partager et à m'écrire. Votre soutien et vos recommandations sont très importantes pour moi. En attendant de rejoindre ma prochaine invitée, je vous dis à très vite.